Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la 4e étape de cette Vuelta féminine. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui, ça a été animé avec le vent et puis on parlera des tops, des flops, des filles qui ont perdu du temps aujourd'hui. Du côté des coups de bordure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, short, le débrief juste après l'arrivée des grandes compétitions. En ce moment, j'ai pas le temps sur la Vuelta Femmes parce que souvent je mets en ligne autre chose ou je fais autre chose en même temps. Là, par exemple, l'épisode du matin commence à être mis en ligne quand l'étape s'est terminée sur cette Vuelta Femmes. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et plus vous cliquez rapidement pour une notification, plus la vidéo est mise en avant et ça soutient la chaîne. Et puis, si vous voulez soutenir encore plus la chaîne et que vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Vuelta Femmes, étape numéro 4, étape qui devait être tranquille. J'avais dit, profil plutôt descendant. Et puis le vent, on a décidé autrement, avec un vent 3/4 d'eau. Et puis comme on changeait quasiment pas de direction dans la journée et qu'on passait quasiment pas dans des villages aussi, hein, c'était beaucoup de zones quasiment désertiques, on revenait je crois vers le centre de l'Espagne. Il faut savoir que dans le centre de l'Espagne, c'est pas hyper... enfin, le centre, dès que vous revenez un peu dans les terres du côté de l'Espagne, il n'y a pas beaucoup de villes. Au final, il y a Madrid qui est dans les terres, il y a Séville aussi, mais il n'y a pas 150 villes importantes qui sont dans les terres. Beaucoup de villes sont sur les bords, sur les bords. Un peu plus au nord, il y a un peu plus de villes dans les terres au nord de Madrid, mais au sud de Madrid, il y a des zones vraiment désertiques. Et là, c'est vrai que ça a été propice à un coup de bordure, et puis les filles ont voulu déclencher tout aussi. Parce que c'est bien d'avoir les conditions propices à un coup de bordure, mais il faut avoir envie de le faire. La SD Works, il faut le dire quand même, parce que je vais pas être gentil avec eux après, mais la SD Works, elles ont fait le boulot. Elles ont fait le boulot pour tenter le coup de bordure après 25 km de course. C'est-à-dire qu'à 115 km de l'arrivée, on a déclenché les coups de bordure. Ensuite, on a eu 3 groupes. Donc, on avait le groupe de tête, donc avec majoritairement les SD Works, Longo Borghini, Juliette Labousse également, qui avait bien suivi. Un deuxième groupe, on avait Evita Music, notamment dans ce deuxième groupe, et la FDJ Space qui roulait, et puis Gaia Ralini qui était dans un troisième groupe qui a réussi à revenir sur le deuxième peloton, mais ce groupe-là qui n'a jamais pu revenir en fait. On a buté à 40 secondes, et puis après l'écart est remonté quasiment à 2 minutes à l'arrivée. Un final où c'était particulier parce qu'elle n'était que 19. Donc c'est vrai qu'on savait que vous pouvez avoir des attaques. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que la SD Works a décidé d'attaquer en premier avec Misha Bredewald. Et puis il y avait une petite montée, voilà, de 300-400 mètres avec 7%. Elle avait l'air moins impressionnante sur le graphique de la course qu'on avait vu hier que dans la réalité, mais c'était une belle montée. Un beau petit répétition, et il y a Marianne Vos qui a dû suivre un groupe, et puis après Faulkner en a profité quand tout le monde était un petit peu cuit, et puis quand Faulkner elle part comme ça dans le final d'une course, on sait qu'elle est intouchable, parce que c'est un peu comme Campenart, là ça fait partie des concurrents auxquels il ne faut pas laisser 5 mètres. Il ne faut pas lui laisser 5 mètres à Faulkner. Tu lui laisses 5 mètres, elle continuera de rouler, elle est increvable. Faulkner, quand elle est en solitaire comme ça, nouvelle victoire sur un grand tour. Elle avait déjà 2 victoires sur le Giro, victoire maintenant sur le Tour d'Espagne. Et puis SD Works qui s'est un peu planté aujourd'hui. Voilà le résumé de la journée. Grande Faulkner, SD Works qui s'est un peu planté dans le final. Et ça nous donne le résumé, on va dire, encore plus condensé. Et bordure. Voilà, c'était les 3 mots. SD Works plantade, Grande Faulkner, bordure. Voilà, s'il y a 3 choses à retenir de cette journée. Allez, on regarde tout de suite les coureuses au top. Attaque de Marlou! 2 coureuses top aujourd'hui. La première, la vainqueur du jour, Kirsten Faulkner, l'américaine. Vous savez que c'est une fille que j'apprécie parce que elle a une intelligence de course.
ce qu'on n'a pas toujours dans le cyclisme moderne. Et l'intelligence de course, on voit avec une fille comme Faulkner, ça fait des différences. Et je trouve que c'est une fille qui permet de tenter des coups de loin. Cette année, elle a fait notamment une échappée de 70 km en solitaire. Ça fait un peu penser à Alexis Guérin aussi, qui a fait la même chose sur le Tour de Bretagne. Il a fait 30 km en solitaire sur le Tour de Bretagne. J'ai vu ça rapidement, parce que je n'ai pas suivi le Tour de Bretagne. Puis j'ai vu qu'il y a un concurrent du VSL Oudéa qui a remporté l'étape 6, je crois, l'étape d'hier. Ça c'était une très bonne chose, mais Faulkner elle est incroyable parce qu'elle est capable de faire des grands raids, elle est capable de s'imposer. C'est pas la fille qui a les plus grandes qualités physiques, c'est-à-dire c'est pas la fille qui est la meilleure sprinteuse, c'est pas la fille qui est capable c'est pas la meilleure grimpeuse du peloton, mais elle est capable de partir de loin. Sur le Giro, elle avait fait des raids solitaires, c'était au moins 40-50 km. Dans une de ses victoires au Giro, sur l'Estradé, elle était partie de super loin, elle avait été reprise dans le final quand elle se fait déclasser. Et là, pour moi, elle a super bien joué le coup, c'est-à-dire que quand ça commence à accélérer, elle arrive à remettre une couche. C'est-à-dire quand tout le monde a besoin un peu de prendre son petit temps de repos, et c'est là que, paf, elle enfonce le clou. Et elle a vraiment enfoncé le clou aujourd'hui. Je trouve qu'en plus EF fait une bonne course avec une deuxième victoire. Alors après EF étant continental, bon, je rappelle qu'ils sont en continental parce que l'année dernière l'équipe était en World Tour, sauf que c'était pas la même structure, c'était le même sponsor mais ce n'était pas la même structure. La structure a fait faillite grosso modo en cours de saison. Heureusement, pas très loin après la victoire d'Alison Jackson même sur Roubaix. Heureusement la structure a été rachetée par EF, le sponsor, qui a décidé de racheter la structure, de remettre la structure avec les garçons, grosso modo c'est la même entité maintenant pour des soucis de facilité, mais ce qui fait que ça a provoqué des remous et grosso modo ils ont perdu leur licence World Tour à cause de ça, parce que ça a plus moyen à l'UCI, mais la structure de l'équipe c'est une base de structure World Tour aujourd'hui. Et cette équipe travaille bien, on le disait lors de la victoire de l'étape 2, c'est encore le cas là aujourd'hui, Faulkner elle est là depuis quelques années dans cette équipe et ça bosse super bien chez EF, et c'est une équipe qui se fait un beau petit palmarès, que ce soit chez les garçons et chez les filles, parce que chez les garçons aussi ça bosse de mieux en mieux, et chez les filles, ouais, super Faulkner. Et moi je suis content parce que c'est un profil de coureuse qui on pourrait croire, avec le cyclisme moderne, a de plus en plus de mal. Les baroudeurs, c'est pas toujours évident pour les baroudeurs, mais quand on sait utiliser pleinement ses qualités physiques, et quand on sait avoir une intelligence de course, je pense que les baroudeurs ont toujours de la place dans le cyclisme. C'est juste qu'aujourd'hui, avec les oreillettes et avec plein de paramètres, c'est plus dur de partir sans les favoris. Mais tu peux piéger les favoris. Je pense que on a encore la capacité de piéger les favoris si on a envie de le faire. Et Faulkner avait envie de le faire aujourd'hui. SD Works s'est emmêlé les pinceaux, il faut bien le dire aussi, elle a bien été aidée. Parce que c'est SD Works qui a créé une course de mouvement alors qu'ils n'avaient pas vraiment intérêt à créer une course de mouvement. J'ai difficilement compris cette idée-là. Et Faulkner a très bien joué le jeu, et bravo. Bravo à l'américaine. Il ne manque que des victoires sur des grandes classiques, Faulkner. Parce que vu les qualités qu'elle a, Faulkner, partir au pied de la Redoute et finir, elle serait en capacité de le faire. Mais pour le moment, sur les classiques, elle a un peu plus de mal. Alors, est-ce que c'est la longueur des étapes qui fait qu'elle supporte mal les 150 km ? Est-ce que c'est peut-être qu'elle est plus performante sur des courses d'une semaine, qu'il lui faut un petit peu d'étapes pour qu'elle se mette en route ? Parce que c'est là-dedans où il y a un petit déficit pour Faulkner, c'est sur les classiques, alors qu'elle a le profil pour être performante sur les classiques. Voilà, surtout quand on voit ce qui se passe chez les garçons, elle a un profil qui peut correspondre à gagner des belles classiques. Donc c'est là-dessus où elle doit encore travailler un petit peu. Hop, j'enlève ma petite crasse qui est sur mon bureau. Je continue avec la deuxième concurrente du jour, qui était la deuxième à l'arrivée également, c'est Georgia Baker. Alors pourquoi j'ai mis Georgia Baker au top aujourd'hui ? Eh bien, réussir à faire deuxième devant Marianne Vos, et réussir à battre Marianne Vos en ce moment,
faut y arriver. Parce que Marianne Vos, elle marche quand même un peu sur l'eau. Alors certes, elle avait fait un effort dans le répète show, ce qui lui a peut-être coûté sur la fin. Mais bon, fallait réussir à la battre, hein, Marianne Vos. C'est une belle deuxième place. Bon, elle échoue à 10 secondes, mais Liv n'avait pas forcément les armes aujourd'hui pour aller rouler et aller tenter de gêner Faulkner. C'est quand même une fille qui fait un bon début de saison, hein. Je regardais un petit peu dans ses résultats. Deuxième sur la première étape du Down Under, deuxième de la Women's Down Under Critérium. Sur l'UAE Tour, 4e place, 5e de Bruges. Et donc là, cette deuxième place du côté de Saragosse, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Et ça va faire du bien à l'équipe Liv Alula-Jayco, parce que Liv Alula-Jayco, avant il y avait la structure Liv, il y avait la structure Jayco Alula. Ces deux structures ont fusionné, c'est-à-dire l'équipe Liv qui était en World Tour est devenue l'équipe réserve, et l'équipe Jayco Alula a récupéré le sponsor, donc c'est pour ça que ça s'appelle Liv Alula Jayco, et je trouve que c'est plutôt pas mal parce que Liv ces dernières années, on va pas se mentir, mais en termes de résultats c'était quand même très compliqué. Il n'y avait plus forcément un gros collectif, et je trouve que d'avoir combiné avec Jayco Alula, où là aussi bon, c'était une équipe qui était très forte, hein, Jayco Alula à l'époque, Orica Scott, Orica Greenedge, notamment quand il y avait Anna van der Breggen qui était dans cette structure. C'est la grosse bagarre entre Van Vleuten et Van der Breggen, suivi notamment certaines arrivées qui ont été mythiques entre les deux. Et c'était une belle équipe. Et c'est vrai que là aussi, la structure avait perdu des éléments ces dernières années parce que on avait du mal à suivre, hein, je pense très clairement financièrement. Et le fait de rejoindre Liv, bah, ça aide en termes de financement. Et ça va peut-être permettre à cette équipe d'avoir plus de résultats. Alors c'est marrant en plus Georgia Baker, parce que là je regarde un petit peu sa carrière. C'est une fille qui est arrivée donc chez Wiggle en 2015, voilà, donc qui a des résultats modestes, parce qu'en plus quand elle a les résultats sur le Tour de Nouvelle-Zélande, c'était pas avec cette équipe. Elle fait que 2 courses même avec l'équipe Wiggle. Elle rejoint Orica Scott en 2017, après une année où on la voit pas. 2 abandons seulement, donc elle redisparaît pendant 5 ans, avant de revenir en 2022. Voilà, il y a eu beaucoup de moments de trous dans sa carrière à cette fille, donc qui a 29 ans, mais qui en fait a 3 saisons d'expérience, hein, chez les professionnels. Et notamment, elle avait fait 8e des championnats du monde de chrono en Australie, 3e du relais mixte. Elle faisait partie du relais mixte qui avait pris la 3e place. Je crois qu'il y avait Michael Matthews dans ce relais mixte. Et elle avait remporté la course sur route des Jeux du Commonwealth également, où il y avait du beau monde sur cette épreuve, hein. Elle avait battu en 2022, elle avait battu Nia Evans, Sarah Roy qui était là, Maggie Collister par exemple, Simone Boilard aussi qui était dans cette épreuve, Alison Jackson, ou encore Nim Fisher Black par exemple dans les filles qu'on voit aujourd'hui du côté du World Tour. Donc ça s'était bien passé pour elle dans un sprint massif. Et puis en 2023, résultat légèrement en retrait. Il y a quand même des trucs en World Tour, notamment sur le Tour of Chongming Island, où elle prend la 6e place du général sur cette épreuve World Tour, 6e d'une étape également sur le Tour d'Italie féminin, et puis elle avait été performante sur le Down Under et l'UAE Tour. Donc c'est pas mal, voilà, pour Georgia Baker. C'est un bon résultat, ça va peut-être lancer un petit peu sa saison, des belles qualités de sprinteuse. Et puis il y a encore l'étape de samedi, du côté des sprints. Samedi, ça pourrait aller, enfin ça devrait normalement arriver au sprint. Donc si elle passe bien demain et vendredi, les 2 étapes avec arrivée en bosse, eh bien ça pourrait être pas mal pour tenter d'aller chercher un bon résultat pour Georgia Baker, avec peut-être en plus un peu moins d'adversité. Ça pourrait peut-être le faire. Allez, on regarde tout de suite les bonnets d'âne. Premier bonnet d'âne du jour, eh bien, je commence avec la SD Works. Je trouve que cette équipe avait tout bien fait jusqu'à 10 km de l'arrivée. C'est-à-dire que
ils font le coup de bordure. Elles arrivent à être 6 devant. Ce qui, voilà, par rapport aux listes de départ, est presque fantastique. Elles en perdent qu'une sur problème mécanique. Bon, ce qui peut arriver. Et puis en plus, un jour de coup de bordure. Puis c'était au moment où, entre les deux groupes, il n'y avait que 40 secondes. Donc à ce moment-là, il n'y avait pas les voitures. Donc en plus, ça a le problème technique. Juste après, l'écart réagrandit. Donc c'était le pire moment pour avoir un problème technique. Donc là, jusqu'à ce moment-là, tout est bien fait. La SD Works est en surnombre dans le groupe, parce qu'elles ne sont que 19. Donc là, la SD Works est maître de son destin, et en plus, elles ont Blanka Vas, qui est leader du général, qui a montré quand même sur les 2 jours précédents qu'elle avait une bonne pointe de vitesse pour se mêler au sprint, qui n'a qu'à se méfier de Marianne Vos. Mais dans un groupe de 19, c'est plus facile de se méfier de Marianne Vos. Et Blanka Vas passe bien les bosses. Peut-être un peu mieux que Marianne Vos, même si encore Marianne Vos en ce moment marche sur l'eau. Je ne comprends pas pourquoi la SD Works s'est dit il faut qu'on anime la fin de course. Il faut qu'on fasse attaquer Mischa Bredewald. Parce qu'à partir du moment où Bredewald attaque, à 7 km 5, 8 km de l'arrivée, ça désorganise complètement le groupe. Parce que tout le monde se dit, bah, veulent nous la faire à l'envers, les SD Works. Elles pensent vraiment qu'on va les laisser partir. Quand tu es en surnombre, tu restes collectif. Tu essayes de ne pas te désunir. Et c'est à tes adversaires, notamment les concurrents qui sont en sous-nombre, donc je pense à Faulkner, je pense à Juliette Labousse qui aurait pu le tenter, d'attaquer. C'est pas à toi d'attaquer, c'est aux autres. En plus, alors, la seule solution, ça aurait été à toi d'attaquer, c'est si t'as aucune fille qui est rapide au sprint. Mais là, dans ce cas-là, t'avais une fille qui a une bonne pointe de vitesse. Donc je ne vois pas pourquoi tu as décidé de désorganiser le groupe de tête, qui était plutôt bien organisé, tout le monde passait ses relais, l'entente cordiale, on va dire. Dans le final, tu désorganises le groupe, et ensuite tu te fais contrer par Faulkner, parce que Vollering, elle a encore montré des limites aujourd'hui, je trouve. Vollering, c'est pas encore exceptionnel, hein. En termes de conditions physiques, je trouve qu'elle est en retrait par rapport aux années précédentes, et tu te fais contrer par Faulkner. C'est dommage parce que tu avais tout bien fait jusqu'à ce moment-là. Et l'attaque de Mischa Bredewald, elle désorganise tout. Et après, ça met des coups de pétard. On a du mal à se retrouver. On est de nouveau collectif à 3 bandes de l'arrivée. Mais sauf que les 20 secondes qu'avait pris Faulkner à ce moment-là, les 15-20 secondes qu'elle avait pris d'avance, c'était fini. Tu ne pouvais plus revenir sur elle. Je ne comprends pas pourquoi la SD Works a eu cette stratégie-là. Donc je trouve que c'était une erreur de cette formation. Deuxième flop, Evita Music. Quand je dis assez régulièrement qu'en France, au niveau technique sur le vélo, on est un peu en dessous de certains pays, ça se voit avec Evita Music, quoi. Coup de bordure. Alors Juliette Labousse est passée, mais Juliette Labousse est dans une équipe qui n'est pas française. Elle est dans une équipe néerlandaise et elle s'en est bien sortie quand même, Juliette Labousse, parce que c'est la seule de sa formation à être devant. Charlotte Kohl, par exemple, est loin derrière. Mais c'est vrai qu'Evita Music, l'année dernière, elle se fait avoir sur un coup de bordure. Donc cette année, tu le vois en début de journée, il y a du vent. Au village départ, je pense que ça se voyait qu'il y avait du vent. Donc normalement, dans le bus, on doit se dire, faites attention. On sait que dans le cyclisme féminin, des fois, ça peut bombarder loin de l'arrivée. Alors c'est plus rare que chez les garçons maintenant. À une époque, c'était plus souvent que chez les garçons. Maintenant, c'est un peu plus rare que chez les garçons. La courbe s'est inversée. Mais on sait que ça peut bombarder de loin. L'année dernière, le coup de bordure était parti à 70 bornes de l'arrivée, je crois, le fameux coup de bordure. Et là, pour Evita Music, elle se fait avoir 2 années d'affilée. Alors, autant que Gaillard et Alini, on peut dire il y a l'excuse du physique, parce que c'est un petit gabarit, encore une fois, 1m50, 40 kg. Evita Music, elle fait 1m72. Donc, c'est presque un grand gabarit pour le cyclisme féminin, 1m72. Hein, parce qu'il y a peu de filles qui font ça. Je crois que Juliette Labousse est plus petite. On va vérifier ça. Evita Music, donc 1m70, pardon, j'ai mis 1m72. Je lui ai donné 2 cm en plus. Juliette Labousse, elle doit faire. Elle est un peu plus petite, je crois, Labousse. Elle fait 1,65, voilà, j'avais bien. Donc 1,70, normalement, tu rends 20 cm de plus qu'à Gaillard et Alini. Donc le problème de physique, normalement, tu ne l'as pas. Donc c'est le problème de moins savoir frotter, de moins savoir se placer dans ces conditions-là.
Et puis après, une fois que tu es pris dans la bordure, soit tu arrives à revenir dans les 25 km qui suivent, soit après c'est foutu. Hein. Assez souvent quand même, c'est soit tu arrives à revenir 25-30 km plus loin, au bout d'un moment les équipières elles s'épuisent et comme devant elles sont un peu plus fortes normalement, ça revient. L'écart s'accroît et c'est ce qui s'est passé. Elles sont revenues un moment à 40 secondes et puis de nouveau à 60 bornes de... Je sais plus si c'était à 60 ou 50 bornes de l'arrivée et puis d'un coup ça a réaugmenté à ce moment-là du côté de l'écart. Donc voilà, du côté d'Evita Music, c'est dommage parce que l'année dernière elle perd déjà du temps, ce qui nous coûte des places au général. Là encore, cette année, surtout que Juliette Labousse par exemple s'est pas fait avoir. On a donc Faulkner qui s'est pas fait avoir, Marlène Reusser est là aussi, du côté des filles qui grimpent bien, Nevia Doma ne s'est pas fait avoir, Fisher Black ne s'est pas fait avoir, donc c'est pas Longo Borghini également ne s'est pas fait avoir. Donc c'est pas forcément l'idéal pour elle. Donc journée moyenne voilà, pour Evita Music. Pareil pour Liane Lippert. Pareil pour Liane Lippert. C'est sa course de reprise, elle a eu une fracture de fatigue, fait qu'elle ne reprend que maintenant, Liane Lippert. Je pense que ça se sent un peu dans sa condition physique quand vous reprenez tardivement. Je disais chez les garçons, mais quand vous reprenez fin avril, chez les filles, c'est pareil. Les autres vous ont pas attendu. Hein. Donc vous partez avec un petit train de retard dans ce genre de situation. Et je pense que Liane Lippert, il lui en manque un petit peu. Là aujourd'hui, la Movistar, c'est vrai que c'est pas son domaine où cette équipe est la plus performante. Ce qui est assez marrant même, c'est qu'on a laissé Gutiérrez devant. C'est-à-dire qu'on croit moyen quand même aux chances de Liane Lippert. Parce que autant chez FDJ, il n'y avait aucune FDJ à l'avant dans le premier groupe, autant il y avait une Movistar devant. Sheila Gutiérrez qui a pris la 5e place aujourd'hui pour cette formation. Alors c'était peut-être un choix de l'équipe qui disait Liane Lippert elle n'est pas au top physiquement, mais ça montre bien que on ne croit peut-être pas totalement aux chances de Liane Lippert. C'est dommage parce que l'année dernière la saison était bonne. Il y a 2 ans aussi c'était pas mal du côté de Liane Lippert. Là c'est un peu plus compliqué avec ce départ tardif de cette saison. Et dans ce genre de journée où ça tabasse en termes de rythme, si vous n'êtes pas totalement en forme, ça devient très compliqué pour l'Allemande de 26 ans, qu'on verra, j'espère, sur le Tour de France avec de l'ambition et peut-être un peu plus de fraîcheur physique que certaines de ses adversaires. Je termine avec Gaillard-Alini. Gaillard-Alini, elle a un souci, c'est son gabarit. C'est un avantage dans des situations comme la Flèche Wallonne, le mur de vie, où un petit gabarit passe mieux parce que tu as moins de poids à déplacer. En montagne, c'est un avantage, ça c'est clair et net. Par contre, quand il fait froid, c'est plus compliqué parce qu'elle fait 40 kg, donc il n'y a pas beaucoup de graisse pour garder la température. Et sur le vélo, dès qu'il y a du vent, c'est difficile. Parce que, alors c'est toujours impressionnant quand vous voyez Gaillard-Alini sur un vélo, c'est qu'entre le tube de selle et la selle, c'est collé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, vous savez, tous les concurrents maintenant, en plus on a tendance à avoir des cadres, on utilise rarement des cadres grands du côté du cyclisme, on a souvent tendance plutôt à prolonger les tiges de selle plutôt qu'à utiliser des grands cadres, parce qu'un grand cadre ça veut dire plus de poids, donc ça veut dire plus de masse, donc c'est compliqué aujourd'hui dans le cyclisme où tout est au millimètre. Gaillard-Alini, c'est la seule, avec Sam Dumoulin, mais à l'époque les cadres devaient... Et encore, Sam Dumoulin en fin de carrière, pour moi, il y avait un petit espace entre le cadre et le haut de la selle. Là, vraiment, la selle, le cadre, c'est collé. C'est la seule qui est comme ça. T'as l'impression d'avoir... ça fait l'impression d'avoir les enfants qui ont des vélos... tu sais, les vélos, quand t'as ton premier vélo et que t'as au CP, tu vois, et que t'as le vélo qui a plus les petits trous derrière, là, tu vois, t'ont d'acheter un nouveau vélo, et qu'il est un peu grand, parce que tes parents, ils voulaient pas acheter un vélo que pour ton CP et ton CE1, et ensuite, la classe primaire, t'auras acheté un vélo. Donc pour le CM. Et donc t'as un vélo qui est un peu grand, et ce qui fait que t'as du mal à toucher les pieds au sol, tu galères un peu, les freins c'est un peu compliqué aussi au niveau pour réaccéder. Quand tu vois Gaillard-Alini parfois sur son vélo, ça me fait penser à ça. C'est parce que c'est un petit gabarit. Et là, forcément, avec le vent, ça a été un vrai problème. Par contre, l'avantage de Gaillard-Alini, s'il y a quand même, pour finir, quelque chose de positif à en tirer, c'est que l'année dernière, elle avait perdu 3 minutes 50
Cette année, elle ne perd que 2 minutes. C'est-à-dire qu'elle n'est pas à la rue encore pour le général. Et si elle est performante demain à Raqqa, si elle est performante également sur l'étape de dimanche, parce que ça sera une montée compliquée dimanche, eh bien ça pourrait bien se passer, pourquoi pas pour le général, parce que l'année dernière elle avait perdu beaucoup plus de temps que ça. Je crois qu'on n'était pas loin de 3 minutes 50. Je crois me rappeler, est-ce que j'ai même l'info peut-être? Pour tout vous dire, c'était l'étape de Guadalajara. Je crois me souvenir le coup de bordure. Où elle avait fini, Gaia Realini, puisqu'elle était dans un groupe complètement distancé. Elle avait fini super loin. Est-ce que je vais retrouver Realini dans ce classement? Roxane Fournier, tiens, avait fini à 17 minutes, elle qui commentait aujourd'hui sur cette étape. Realini. Pour moi, elle avait fini à 3, peut-être dans ce groupe-là. 44. Il y avait Zigart. Alors attendez, je vais mettre la Lidl. À l'époque, ça s'appelait pas Lidl, ça s'appelait Trek encore. Mais oui, ça s'appelait encore Trek Segafredo. Bah non, c'était pas la bonne étape. C'était pas Guadalajara. Donc ça devait être la Roda. Ah, je ne me souvenais plus de la ville d'arrivée. Elle avait perdu 2,41. Bon, j'avais un 3,50, c'était 2,41. Elle avait perdu beaucoup de temps sur cette journée. Alors qu'une Evita Music, l'année dernière, avait dû perdre une 40. Une 32. Voilà. J'étais pas loin, hein. J'ai quand même des souvenirs. Et donc, Roxane Fournier avait fini combien? Voilà, pour avoir le total, Roxane Fournier, elle avait fini à 1,40 également. C'était dans le groupe à 1,40 sur cette épreuve-là. C'est sûr que quand vous perdez du temps, tout de suite, ça devient difficile, quoi. Donc, dommage, voilà, pour Gaia Realini. Mais elle a perdu moins de temps que l'année dernière. Donc, peut-être que ça va lui être positif, puisque l'année dernière, au général, Gaia Realini avait fini 3e à 2,41. Donc, peut-être que là, à 2 minutes, ça pourra le faire. Et puis, il y avait Van Vleuten, Vollering. Avec une Vollering qui m'a l'air moins performante et une Van Vleuten qui a pris sa retraite, ça peut peut-être être la bonne opération du jour. Evita Music avait fini à 4,24 et la Boost à 4,27. Donc voilà, hein, Evita Music, la minute 30 aussi, ça lui avait coûté cher parce qu'elle aurait pu être au niveau de Réjeanne Marcus. Voilà, elle aurait pu être à la 4e place, donc ça lui avait coûté facilement au moins une position sur cette épreuve. On regarde tout de suite l'étape de demain. Étape numéro 5 de cette Vuelta, étape qui sera courte en kilomètres, seulement 114 petits kilomètres entre Huesca et Raqqa pour cette journée. 2 côtes au programme, mais surtout une difficulté difficile, hein, parce que la première, ça ne sera pas hyper pentu. Début de journée plat, hein, comme vous pouvez le voir sur les 60 premiers kilomètres, pas de grandes difficultés. Bon, voilà, hein, ça roulera plutôt assez fort. Pardon, et puis ensuite on aura la première montée, donc l'Alto del Monasterio de San Juan de la Pera. C'était compliqué de faire plus long. 16 km 8 à 3,1% de moyenne, côte de deuxième catégorie. Bon. Là aussi, il faudra qu'on en parle un jour de la classification des côtes sur les courses féminines, parce que des fois, c'est bon. Là, vous voyez, c'est long, mais c'est pas extrêmement pentu, quoi. Hein. On est à 1002. Je pense que le mettre en deuxième catégorie, ouais, j'aurais peut-être mis en troisième, moi, hein, cette côte-là, parce que vraiment, les pourcentages sont pas très élevés. Alors oui, c'est 16 km, mais vous voyez, sur ces 16 km, il y a beaucoup de passages en vert. Les passages en vert, ça veut dire que c'est moins de 4%. Voilà, de déclivité, donc c'est pas si énorme que ça, hein, 4% de déclivité, on y arrive quand même assez facilement, et ouais, après c'est du faux plat, hein, montant principalement sur cette journée, enfin sur cette montée. Après donc descente, et puis il y aura une petite transition, hein, d'une quinzaine de kilomètres avec le sprint intermédiaire à Raqqa. Et avant le final, le sprint intermédiaire qui sera seulement à 5 km de l'arrivée. Donc on enchaînera ce sprint intermédiaire à 5 km de l'arrivée. J'espère qu'il sera mieux filmé
qu'aujourd'hui en passant, parce que la réalisation sur ce Tour d'Espagne est quand même pas bonne du tout. Et puis donc Araka, 3 km 2 à 8,2 de moyenne. Là c'est dur, enfin c'est dur, c'est compliqué comme finale. On a notamment un passage à 9%, et puis on est quasiment tout le temps au-dessus des 8. Donc la moyenne fait mal. Et on voit c'est assez régulier, et notamment ce passage à 9%. Donc là, je pense que vraiment les profils puncheuses devraient pas avoir de problème. Donc Demi Vollering, Liane Lippert devraient s'en sortir. On verra du côté de Gaillard et Alini si elle a retrouvé ses jambes. Par rapport à la Flèche Wallonne où ça va être un petit peu plus compliqué. Sinon, on fera confiance à Elisa Longo Borghini du côté de ce final. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!